Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Avec mon lien affilié, vous tomberez sur une page qui vous propose une offre de 2 ans avec un bonus à la clé. Plus d'infos là-dessus en fin de vidéo. Alors non, tout n'est pas vrai dans la science d'Interstellar. Mais en tout cas, tout a été pensé pour l'être. Comment ça se fait ? C'est entre autres grâce à cet homme, Kip Thorne, un scientifique qui, comme on va le voir, a eu un rôle central dans la création d'Interstellar, puisque c'est même lui qui est à l'origine du film. C'est en effet à partir d'idées inspirées de ses travaux de recherche que le processus créatif sur Interstellar a commencé dès 2006, soit près de 10 ans avant la sortie en salle. Et le vrai truc cool qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'en s'intéressant à la science d'Interstellar, on sera amené à constater que, d'une certaine manière, le film a été visionnaire sur 2 phénomènes liés au trou noir. Oui, on va bien tâcher de mettre en parallèle 2 événements qu'on observe dans le film, 2 choix scénaristiques, avec 2 phénomènes qui se sont réalisés sur Terre des années après la sortie du film. J'en dis pas plus pour l'instant, mais le premier phénomène nous mettra sur la route d'un prix Nobel reçu par ce même Kip Thorne en 2017, et le second quant à lui nous mettra sur la route d'une découverte encore plus récente, puisque faite cette année en 2021. L'occasion également de comprendre pourquoi la fameuse première photo d'un trou noir ne ressemble pas au visuel du trou noir d'Interstellar. Bref, la folle histoire derrière le film est assez méconnue je pense, et justement, je vais vous la raconter aujourd'hui. Voici donc comment Interstellar a eu l'ambition d'amener de la vraie science à Hollywood, et comment il y est parvenu. Aujourd'hui, spéculation. C'est la fin de l'été, il fait encore beau et chaud et on est à Los Angeles, plus précisément à l'observatoire astronomique Grifty, un lieu sublime où se déroule une soirée événement qui réunit tous les grands noms de la ville, la soirée avant-première de la série Cosmos, série télévisée de vulgarisation scientifique présentée par l'astronome américain Carl Sagan. Ce dernier qui, pour l'occasion, convia 2 de ses amis célibataires afin de les faire s'y rencontrer. La première, c'est Linda Obst, alors éditrice au New York Times et en passe de devenir productrice de films. Le second, c'est Kip Thorne, physicien théoricien et professeur à l'université de Caltech, université aujourd'hui surtout connue pour accueillir un certain Sheldon Cooper. Bref, bien que le lieu ne manque pas de romantisme, en témoignent les scènes du film La La Land en son sein, le date de Kip et Linda n'aboutira pas. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'un autre type de relation va naître de leur rencontre, une amitié durable et source de créativité. Les années sont passées et Linda et Kip sont restés très amis avec le temps. Ça fait même plusieurs mois que, lorsqu'ils dînent ensemble, ils alimentent la vision qu'ils ont d'un film. Un film qui impliquerait entre autres des trous noirs, des trous de verre ou encore un espace à 5 dimensions. Et cette idée qu'ils ont commencé à développer sur une dizaine de pages, Linda va la présenter à Todd Feldman, l'agent d'un certain Steven Spielberg, qui à leur grande surprise se montrera immédiatement hyper enthousiaste pour le projet. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Affaire à suivre. Toujours est-il que dès ce stade initial du projet, Kip impose déjà 2 lignes directrices desquelles on ne devra absolument pas dériver pour la science du film. De 1, rien dans le film ne devra transgresser de manière abusive les lois de la physique. Et de 2, les spéculations scientifiques, parce qu'il y en aura, devront prendre source dans des idées déjà au moins considérées par des scientifiques respectables. Bref, Interstellar sera un film scientifique. Yes, science! Bon, qui dit film scientifique, dit qu'on va devoir parler de science pour l'appréhender. Et un des points clés pour apprécier la science du film se trouve dans un concept. C'est la gravité. Yes, la gravité, qui est une des manifestations d'un phénomène plus large, la gravitation. Phénomène qui a pour la première fois été décrit de manière complète par Isaac Newton au XVIIe siècle. Ce dernier ayant en gros établi que la gravitation était une force, aussi bien responsable de la chute des corps que du mouvement des planètes. Pour résumer, à ce stade, 2 corps massifs semblent s'attirer de manière instantanée parce qu'ils génèrent tous 2 des forces, des champs de gravité ayant des effets les uns sur les autres. Et cette vision, la mécanique newtonienne, elle s'avérera pas fausse avec le temps, mais juste limitée. Une limite qu'on trouvera en s'intéressant à de forts champs gravitationnels. Voilà pourquoi une autre description naîtra plus de 200 ans après, en 1915, grâce à un certain Albert Einstein et sa mécanique relativiste. Pour faire court, après avoir observé le caractère relatif du temps et des distances dans certaines conditions, d'où le relativiste, eh bien Albert Einstein parviendra à formuler le meilleur moyen de décrire la gravitation, à savoir une description de la gravitation qui prend en compte ce principe de relativité. Le petit nom de sa théorie doit te dire quelque chose,
la relativité générale. Et le truc, c'est qu'à présent, la notion de force ne sera plus suffisante pour représenter la gravitation. Non, la gravitation n'est plus une simple force, elle est tout simplement la manifestation de la courbure de l'espace-temps. Une courbure qui se fait sous l'influence de la masse des objets qui l'occupent. D'ailleurs, ce lien entre courbure et masse, il est retranscrit dans la fameuse équation d'Einstein, qui en gros fait l'égalité entre la courbure, la géométrie de l'espace-temps, et son contenu à cet espace-temps, à savoir les corps massifs qui l'occupent et leur énergie. C'est quelque chose qui est bien souvent représenté avec cette vision 2D, où on a des objets qui se déplacent sur un tissu d'espace-temps. Les corps massifs n'affectent pas directement les autres objets, mais tout simplement, avec leur masse, ils modifient les trajectoires naturelles de l'espace-temps, ce qui inévitablement va affecter les autres objets. Mais alors pourquoi parler de gravitation comme ça? Déjà parce que c'est incontournable dans Interstellar. La gravité. La gravité. C'est la gravité. C'est la gravité. La gravité, mon pote. Et aussi parce que c'est suite à la relativité générale qu'en 1916, en manipulant les équations de cette théorie, un physicien du nom de Karl Schwarzschild a, sans savoir ce que ça signifiait à l'époque, mis en évidence l'existence théorique des trous noirs. En fait, ce qu'il a fait, c'est juste 1. Considérer un corps massif, 2. Représenter pour lui la gravitation grâce aux théories d'Einstein, et 3. Constater que, selon la masse de l'objet, la gravitation aura une certaine valeur, et surtout, il faudra une certaine vitesse pour s'en échapper, dite vitesse de libération. Puis, il s'est rendu compte qu'en rendant son objet plus compact et plus massif, à partir d'un certain stade, la force de gravité est si intense que la vitesse de libération nécessaire pour s'en échapper devient supérieure à la vitesse de la lumière. Oui, à ce stade, même la lumière, ce qui existe de plus rapide dans l'univers, ne peut s'échapper du corps massif. En fait, le gars vient juste de prouver l'existence théorique des trous noirs, sauf qu'à l'époque c'est archi surprenant comme résultat, donc ça inspire plus une limite de la relativité générale qu'autre chose quoi. Enfin bon, toujours est-il que des années plus tard, on se rendra bien compte de la vraie valeur de ces travaux, on donnera le nom de rayon de Schwarzschild à cette distance, et on nommera horizon des événements cette frontière qui marque la limite de laquelle rien ne peut s'échapper. Rien ne s'échappe de cet horizon. Pas même la lumière. La réponse est bien là, mais y a pas moyen de la voir. Maintenant, pour revenir à l'autre vision, la gravitation est ici tellement forte qu'en un certain point, la courbure de l'espace-temps devient infinie. On appelle ce point une singularité gravitationnelle. La singularité étant donc un point infiniment petit et dense où se concentre toute la matière et où les lois de la physique qu'on connaît ne s'appliquent plus. Oui, en physique, les infinis, c'est souvent ce qui symbolise la limite des lois qu'on connaît. Si un trou noir est une huître, alors la singularité est la perle qui le renferme. La gravité y est si forte que la singularité se cache dans l'obscurité derrière l'horizon. Ok, mais cet amas de matière extrêmement dense qui donne naissance à des trous noirs, comment il est amené à apparaître dans la réalité? Bonne question. Pour les trous noirs les plus communs dans l'univers, les trous noirs stellaires, ils se forment à partir de la mort d'une étoile. Si seulement Vous pouvez voir l'étoile effondrée qui est dedans. La singularité. Oui, quand une étoile meurt, elle s'écroule sur elle-même. Et selon sa masse, elle peut devenir une naine blanche pour les plus légères, une étoile à neutrons pour celles un peu plus massives, et enfin pour les plus massives, la matière n'est plus une barrière pour contrer la gravitation, l'étoile devient donc infiniment petite, et c'est dans ce cas de figure qu'on donne naissance à un trou noir. Sauf qu'ici, on parle bien de la formation d'un type précis de trou noir, le trou noir stellaire, qui est certes le plus commun, mais pas le plus impressionnant, puisqu'il ne pèse que des dizaines de fois la masse du Soleil. C'est déjà pas mal, mais c'est bien maigre contrairement à un autre type de trou noir, le trou noir supermassif, qui lui peut faire des millions de fois la masse du Soleil. Ces énormes trous noirs, on n'a pas de certitude sur leur formation, mais ce qu'on sait, c'est qu'on les retrouve pas n'importe où, puisqu'ils se situent au centre des galaxies. Et notre galaxie, la Voie lactée, fait pas exception à cette règle, avec la présence de Sagittarius à étoile en son centre. Bref, je crois qu'il est l'heure de revenir sur Terre, parce que ça y est, on a des bases scientifiques sur les trous noirs, ce qui sera essentiel pour bien comprendre Interstellar, un film qui, au stade où on l'avait laissé, avait trouvé un réalisateur en la personne de Steven Spielberg. Mais bon, tout ne s'est pas passé comme prévu. On est en 2009, Paramount Pictures est ok pour Interstellar, et en plus de ça, l'équipe du film est rejointe par Jonathan Nolan, scénariste très en vue suite aux 2 bangers qu'il vient de coécrire. À ce stade, tout semble lancé, sauf que d'un coup, tout va devenir galère. En effet, Jonathan et Steven sont contraints de quitter le navire, et sans Spielberg, la Paramount n'est plus prête à produire le film. C'est la merde. Oh merde! Mais bon, Steven et Jonathan ne laissent pas Kip et Linda sur le carreau pour autant, puisqu'ils leur font une passe D pour une nouvelle personne qui prendrait la casquette d'auteur et de réalisateur, un certain Christopher Nolan. Ça y est, l'histoire est en marche, Nolan est lancé et s'implique grandement dans la réécriture du film. C'est ainsi que, toujours assisté par les conseils scientifiques de Kip Thorne, ce dernier change énormément d'aspects de tout le travail d'écriture fait auparavant pour aboutir au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Puis la suite de l'histoire est bien connue, Interstellar sort en
salle en 2014 et rencontre un succès commercial et critique. Mérité? Bien sûr. Ok, maintenant qu'on a l'histoire de la création du film en tête, il y a un truc qu'on peut constater, c'est que Kip a tenu un rôle dans cette histoire du début à la fin. Si bien que Kip publiera à la sortie du film un livre intitulé The Science of Interstellar, qui sera d'ailleurs une des principales sources de cette vidéo et que je vous recommande grandement. Ainsi, à la lumière des explications de Kip, on va retracer le parcours réalisé par Cooper et son équipage, de leur départ sur la planète Terre à leur arrivée au centre du trou noir appelé Gargantua. Gargantua? Le nom qu'on a donné à ce trou noir. Pour notre périple, tout commence sur Terre, avec le moment où les scientifiques découvrent la présence d'un trou de verre, l'élément clé, la passerelle qui permettra le grand voyage vers le centre de Gargantua. Mais alors avant d'embarquer, revenons sur la détection de ce trou de verre depuis la Terre. Nous avons commencé à détecter ces anomalies gravitationnelles il y a presque 50 ans. Mais de toutes ces anomalies, la plus marquante est celle-ci, aux abords de Saturne. Une perturbation de l'espace-temps. Est-ce que c'est un trou de verre? Oui, cette passerelle vers une autre galaxie aurait été découverte suite à la détection d'anomalies gravitationnelles à proximité de Saturne. C'est un peu vague, hein, mais le film introduisant déjà assez de notions scientifiques à ce moment-là ne cherche pas à développer cet aspect découverte du trou de verre. En gros, il se contente de dire « c'est la gravité ». C'est la gravité. Mais moi, je vais aujourd'hui vous raconter comment ils auraient pu le découvrir, et je vais le faire en utilisant le raisonnement que Kip voulait proposer dans le film à la base, dans ses premiers scripts. Donc pour le coup là, on fait vraiment de la spéculation. En fait, dans l'univers, les interactions de deux objets supermassifs peuvent émettre des ondes gravitationnelles, qui sont des oscillations de la courbure de l'espace-temps, se propageant à grande distance de leur point de formation, comme on le voit avec ce visuel. Ces ondes gravitationnelles, c'est encore une prédiction d'Einstein, qui était convaincu que le déplacement d'une masse devait créer une vague se propageant à travers le cosmos. Une vague de déformation de l'espace qui donc théoriquement passera à un moment donné par la Terre. Et le plus fou, c'est qu'il avait raison et qu'on a pu le prouver expérimentalement en 2016 grâce à un détecteur d'ondes gravitationnelles appelé LIGO. LIGO, c'est un énorme dispositif composé de deux tubes de même longueur formant un L et étant parcouru par des lasers. Dans ce dispositif, la lumière des lasers parcourt plusieurs kilomètres en faisant des allers-retours sur des miroirs, puis l'idée c'est qu'en sortie, on récupère une figure d'interférence résultant du croisement de ces deux lasers. Ceci nous permet, selon l'allure de la figure d'interférence, de déterminer si la distance parcourue par la lumière dans chacun des bras est bien la même. Ce qui est censé être le cas, car les deux branches du dispositif sont exactement identiques. Et justement, en gros, s'il s'avère que la distance parcourue n'est pas la même, ce qui se traduit par une figure d'interférence identifiable, c'est qu'on a détecté le passage d'une onde gravitationnelle, onde qui en déformant l'espace-temps sur son chemin aura raccourci ou rallongé la distance dans l'un des bras. Bon, on est sur des variations de distance ridicules, d'où la nécessité d'un dispositif si imposant, mais toujours est-il que c'est bien cette infime différence de distance mesurée qui, en 2016, justifia la détection de la toute première onde gravitationnelle. Oui, ça a marché, ces toutes premières ondes gravitationnelles détectées résultaient du mouvement de deux trous noirs stellaires tournoyant l'un par rapport à l'autre, pour finalement fusionner en un trou noir plus grand, et ainsi convertir une certaine quantité de leur masse en ondes gravitationnelles, celles donc qui ont été détectées sur Terre par LIGO. Je répète, la fusion de deux trous noirs dans une autre galaxie a impacté l'espace-temps jusque sur Terre et on a pu le mesurer. D'ailleurs, j'ai omis un petit détail depuis que je parle de LIGO, tout petit, c'est que cet énorme dispositif, il a été cofondé en 1992 par un certain Kip Thorne. Oui, j'avais pas insisté là-dessus, mais au-delà des trous noirs, le vrai domaine de prédilection de Kip, c'est bien les ondes gravitationnelles. C'est même à ce sujet que, 3 ans après Interstellar, le Boog a décroché le prix Nobel de physique. S'il l'a gagné, lui et deux autres de ses collègues, c'est justement pour sa contribution décisive à la conception du détecteur LIGO des années auparavant. Bon ok, à première vue, la détection des ondes gravitationnelles, ça paraît anodin, mais faut savoir que c'était une des seules preuves qui manquait à la théorie de la relativité générale, donc en réalité, c'est plutôt colossal, surtout en le faisant grâce à un tel dispositif. I'm amazed at how bold it was to do this and visionary. It was bold and visionary. There's no other way to describe it. Bref, quand on comprend le lien de Kip à ce sujet, c'est pas surprenant de savoir qu'il voulait que ces ondes gravitationnelles jouent un rôle important dans le film. Et maintenant qu'on a la théorie sur le sujet en tête, voyons justement ce que Kip avait imaginé pour la détection du trou de verre. En fait, il voulait que juste de l'autre côté du trou de verre, des années avant les événements du film, il y ait eu un trou noir stellaire aspirant une étoile à neutrons. Phénomène qui, comme on l'a dit, peut être source d'ondes gravitationnelles sur Terre.
Ainsi, les scientifiques, grâce à LIGO par exemple, auraient pu capter sur Terre le signal correspondant à ces ondes gravitationnelles, et en essayant d'identifier et de localiser leur source, ils se seraient rendu compte qu'elle venait à proximité de Saturne. Sauf que, si tu fous un trou noir à côté de Saturne, bah Saturne c'est ciao. Et donc sans Saturne, a priori, toutes les autres orbites du système solaire seraient affectées, la Terre comprise, ce serait donc impossible que ce trou noir soit vraiment à côté de Saturne. Ce qui veut forcément dire que les ondes viennent pas d'un trou noir directement dans notre système, mais bien comme le montre ce schéma de Kip, d'un trou noir et d'une étoile à neutrons qui interagissent dans une autre galaxie, mais qu'on perçoit comme proches grâce au trou de verre, qui permet une transmission express des ondes gravitationnelles créées par le phénomène. C'est mathématique là, c'est scientifique. Pour l'anecdote, Kip voulait même que LIGO soit cité dans le film comme l'élément déclencheur ayant permis aux scientifiques de détecter l'anomalie gravitationnelle proche de Saturne. Mais bon, Christopher Nolan a préféré ne pas retenir ce détail qui n'apportait pas forcément grand chose. Mais ça va, en consolation, Kip a quand même eu sa dédicace avec ce robot cassé qui porte son prénom dans le film. C'est Kip là qui a le plus donné de ses jambes. Voilà pour cette petite spéculation, toujours est-il qu'à ce stade du film, on l'a repéré, le trou de verre est donc vers Saturne, et c'est à ce stade du scénario qu'il va falloir se diriger en plein dedans. Mais avant ça, petite parenthèse au sujet de ces trous de verre. Dans le film, ils sont présentés avec la fameuse explication de la feuille, en mode le chemin le plus court entre deux points à l'extrémité d'une feuille, bah c'est quand tu plies la feuille et que tu perces un trou. Mais plus globalement sur les trous de verre, ce que dit Kip à leur propos dans son livre, c'est que c'est un concept qui a été très utilisé en science-fiction, mais que bien sûr on n'en a jamais observé et que leur plausibilité physique reste à prendre avec des pincettes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, les trous de verre fonctionnent mathématiquement, genre ce type de solution est compatible avec les équations de la relativité d'Einstein, mais après, entre les maths et la physique, y a un gap quoi. Et enfin, le truc sur lequel Kip insiste aussi, c'est le côté instable des trous de verre naturels. Genre si un trou de verre devait se créer naturellement, bah il tiendrait tout au plus quelques secondes, et non pas des années. Apparu il y a 48 ans. Après dans le film c'est un trou de verre artificiel auquel on a affaire, et l'argument qui est mis en avant pour défendre la plausibilité du truc, c'est de dire qu'il a été créé par des hommes avancés technologiquement. Un trou de verre, ça n'a rien de spontané. Quelqu'un l'a placé là. Ok, pourquoi pas. Sur ce, fin de la parenthèse, et même si leur existence naturelle semble être de la pure spéculation, c'est pas grave, parce que les trous de verre en science-fiction, c'est stylé aussi bien visuellement que scénaristiquement, donc ça nous pose aucun problème de le traverser, surtout si ce qui nous attend de l'autre côté, c'est 3 planètes potentiellement habitables et un énorme trou noir. Cap sur Gargantua. Ça y est, notre voyage nous amène finalement à une certaine distance de Gargantua. Un trou noir archi imposant puisque sa catégorie, parmi celles citées au début de la vidéo, est celle des trous noirs supermassifs du fait de ses 100 milliards de masses solaires. Bon, ce chiffre sera justifié dans une autre vidéo sur Interstellar puisque dans celle-ci, on n'est pas là pour s'attarder sur des chiffres, on est là pour faire de l'observation. Allons donc observer Gargantua. Le truc, c'est qu'un trou noir, par définition, on n'est pas censé le voir. C'est-à-dire qu'au-delà de cette limite immatérielle qu'on appelle l'horizon des événements, bah tout ce qui rentre, y compris la lumière donc, finira au centre du trou noir, au niveau de la singularité, sans possibilité de ressortir. Super, on doit alors observer juste une sphère qui nous apparaît noire parce que toute la lumière qui la traverse est absorbée. Quelle déception! Certes, mais rappelez-vous ce qu'on a dit sur cette sphère. Elle déforme considérablement l'espace-temps autour d'elle. Donc si ce trou noir tu le mets dans la galaxie où il y a de la lumière, et bah là, il va se passer des choses. Et indirectement, tu pourras voir le trou noir, puisque tu verras son influence sur son environnement. En fait, avec la courbure engendrée, les rayons lumineux qui passent à proximité ne se contentent plus d'aller en ligne droite. Ils suivent la courbure de l'espace-temps et sont déviés par le trou noir d'une certaine manière selon l'endroit duquel ils arrivent. On peut comparer ce phénomène à la manière dont une lentille peut dévier la lumière. On dit d'ailleurs que le trou noir agit comme une lentille gravitationnelle. Et cette influence sur la lumière va d'ailleurs donner naissance à des phénomènes surprenants, genre le fait que certaines étoiles à proximité du trou noir seront vues 2 fois, elles seront dédoublées. Oui, ici, cette étoile et celle-là, c'est la même, tout comme celle-là et celle-ci par exemple. Nani? C'est assez surprenant, mais on le comprend assez bien avec ce schéma. En fait, comme il y a une zone d'ombre causée par le trou noir qui gêne notre observation de l'étoile qui est derrière, bah il y a bien 2 rayons qui vont arriver à notre œil. Un qui passe par la droite de l'ombre et l'autre par la gauche. Ainsi, 2 rayons lumineux empruntant 2 chemins différents arrivent de l'étoile à notre œil. On voit donc 2 fois l'étoile avec 2 visions différentes. Bon, je l'ai pas précisé, mais ici pour les paramètres, et bah 1, notre point d'observation est fixe, et 2, on observe un trou noir qui ne tourne pas. Enfin, c'est le cas le plus simplifié, mais qui permet de bien comprendre le délire.
dire. Après, si on change ce premier paramètre en déplaçant par exemple notre position d'observation autour d'une orbite, bah on se rend compte que nos étoiles dédoublées vont bouger simultanément selon des trajets bien précis, représentés ici en rouge pour l'étoile 1 et en jaune pour l'étoile 2. D'accord. Et enfin, pour l'autre paramètre, bah si on le fait varier en prenant le cas d'un trou noir qui tourne, bah c'est le même délire mais en plus compliqué, je vais pas m'étendre là-dessus. D'accord. Bref, avec tout ça, tu commences à comprendre un des gros aspects dans le visuel d'un trou noir, celui de son influence sur l'environnement et la lumière qui l'entoure, à savoir sa faculté à être une lentille gravitationnelle et à créer des mirages gravitationnels. Mais cet aspect-là de la visualisation, très lié aux équations de la relativité, bah c'est que le premier, et bien que Kip et les équipes y aient fait attention, bah c'est pas le plus visible dans Interstellar. Non, l'autre aspect très important du visuel qui ressort bien plus dans le film, c'est le disque d'accrétion. En fait, à proximité des trous noirs supermassifs, du fait de l'attraction gravitationnelle, la matière environnante va finir par s'agglutiner et tournoyer autour du centre, formant ainsi un disque d'accrétion. Typiquement, ce qui peut constituer ce disque, c'est des amas de gaz chaud qui proviennent d'étoiles ayant été aspirées par le trou noir. Cette formation à base d'étoiles englouties donne d'ailleurs des visuels assez fous à regarder. Ok, donc les trous noirs ont des disques d'accrétion qui les entourent, un peu comme les anneaux de Saturne. Mais alors, avec ce disque d'accrétion, en plaçant notre point d'observation ici, pourquoi, alors qu'on devrait s'attendre à voir ça en toute logique, eh bien on voit plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Il y a une galère, ça coïncide pas? Bah si en fait, c'est normal de voir ça. Et c'est encore une fois dû à la forte gravitation autour du trou noir qui affecte le mouvement des photons arrivant jusqu'à nous, les observateurs. Oui, pour reprendre l'image du film, le trait de lumière qu'on voit devant, bah de manière intuitive c'est bien l'avant du disque d'accrétion, logique, et ce qu'on voit en haut et en bas de manière moins intuitive, c'est en fait l'arrière du disque d'accrétion. Pourquoi ? Bah parce qu'en plaçant notre observateur ici, la manière dont le trou noir déforme l'espace-temps et courbe les rayons lumineux fait que la lumière à l'arrière du disque arrive à nos yeux via deux chemins différents, à la fois par dessus le trou noir, ce qui se voit donc ici sur l'image, mais aussi par le dessous du trou noir, ce qui se voit ici sur l'image. D'ailleurs, très récemment, en juillet 2021, on a pu confirmer la pertinence de cette idée qu'on retrouve dans le visuel d'Interstellar, parce que pour la première fois, on a eu la preuve qu'il était possible de voir la lumière cachée derrière un trou noir. Pour expliquer rapidement comment on a fait cette découverte, bah faut savoir que le disque d'accrétion du trou noir, il émet des rayons X. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'on peut les repérer sur Terre. Et en gros, ces rayons X, selon qu'ils soient à l'avant ou à l'arrière du disque, ils ont des parcours différents dans l'espace-temps, des propriétés différentes. Ainsi, l'expérience a consisté à pointer des télescopes à rayons X vers le trou noir situé au centre de la galaxie Zwicky 1, puis, en interprétant les résultats retournés, des astronomes de Stanford sont arrivés à la conclusion que certains des rayons X captés, compte tenu de leurs propriétés, provenaient de derrière le trou noir. Bref, encore une fois, on peut féliciter Interstellar pour ce bon traitement scientifique. Mais en réalité, si depuis le début de la vidéo je vante le film comme visionnaire sur les trous noirs, c'est plus pour le côté aguicheur de cette approche. Parce que bien sûr, ce type de visuel qui consiste à savoir ce qu'on verrait en orbitant proche d'un trou noir supermassif avait déjà été modélisé bien avant par d'autres physiciens. Un des experts du sujet est d'ailleurs un Français, Alain Riazuelo, de l'Institut d'Astrophysique de Paris. Et parmi les travaux phares de ce dernier, on retrouve des simulations de trous noirs ayant des vitesses de rotation très rapides, proches de la vitesse maximale, comme c'est le cas pour Gargantua dans Interstellar. Un autre Français ayant travaillé sur un visuel de trou noir supermassif, c'est Jean-Pierre Luminet, avec ce visuel paru en 1979 qui se basait sur les propriétés physiques alors connues à l'époque. Et comme on peut le voir, c'était déjà très pertinent et relativement proche du visuel du film. Bon, ok pour tous ces visuels théoriques, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, depuis avril 2019, on n'a plus besoin de se limiter à ces visuels théoriques, puisqu'on a maintenant un vrai visuel de trou noir. Sur ce visuel, on voit assez clairement l'horizon des événements, on distingue également le disque d'accrétion, mais on ne retrouve pas cette idée d'avoir une partie de la zone d'ombre coupée en deux par le disque d'accrétion, comme c'est le cas dans les visuels d'Interstellar ou de Jean-Pierre Luminet par exemple. Moi je me suis donc demandé pourquoi, et l'explication elle est simple, il semble juste que ce soit une question de point de vue de l'observateur. C'est-à-dire que là, notre point de vue, il est presque focus sur un des pôles du trou noir, on l'observe avec un angle d'environ 70 degrés par rapport au disque. Ensuite, pour celui de Luminet, il dit dans une de ses conférences que c'est avec un angle d'environ 10 degrés qu'on observe. Ici, l'angle de vue que j'avais calculé était de 10 degrés, l'angle de vue ici, 65 degrés, quelque chose comme ça. Et enfin, pour ce visuel d'Interstellar, bah on est quasi dans le plan du disque d'accrétion, disons donc 0 degré, contrairement à cet autre extrait du film où là, on le voit plus par le dessus le trou noir, et donc le visuel est bien différent.
Voilà, je trouvais ça assez intéressant de comparer ces visuels que pourtant tout oppose, mais qui selon moi, à leur manière, se complètent pour nous donner des réponses. Bref, revenons-en finalement à ce trou noir, celui d'Interstellar, pour parler de sa conception. L'anecdote notable à ce sujet, c'est que malgré tous les travaux déjà existants, ce que Kip raconte dans son livre, c'est que pour créer celui du film, il a décidé de repartir de zéro, à savoir des équations de la relativité générale, afin de reconstruire sa propre modélisation de trou noir. Ainsi, après avoir fait les calculs et une première simulation basse résolution, il a tout envoyé à une première équipe. Une équipe qui était en charge de la partie plutôt scientifique des VFX. Il s'occupait en gros du code informatique visant à retranscrire les équations de Kip, ce qui a donné naissance à cette première facette de la modélisation du trou noir. Et ensuite, après ce traitement plutôt scientifique, les visuels sont passés entre les mains d'une autre équipe. Et c'est alors un polissage plus artistique, esthétique qu'ont subi les images du trou noir. Pour cette dimension-là, un des enjeux capitaux était bien sûr la modélisation du disque d'accrétion. Toujours est-il que c'est bien l'ensemble de ces deux approches menées pendant plus d'1 an par les équipes VFX qui ont donné naissance à ceci. Même si, pour le besoin évident de satisfaire à l'esthétique requis pour parler au grand public, ce visuel a dû subir quelques lissages. Parmi les compromis esthétiques qui ont été faits, on a par exemple le fait de négliger l'effet Doppler, ce qui a des conséquences sur les asymétries qu'on pourrait théoriquement observer au niveau du disque d'accrétion. Après, il y a d'autres compromis, genre sur la vitesse de rotation ou encore sur la taille du trou noir, qui ont toutes deux été diminuées. Mais là encore, c'est assez compréhensible, le but c'est avant tout de fournir aux spectateurs la meilleure expérience possible. Et ça, c'est réussi quand on voit la qualité de ce premier visuel IMAX d'un trou noir. Il est même d'autant plus beau quand on comprend le soin qui a été apporté pour sa cohérence scientifique. En effet, comme on a commencé à le voir, que ce soit pour le trou noir ou pour le film en général, bien guidé par Kip Thorne, toutes les questions scientifiques qu'il fallait se poser ont été posées. Et de cette manière, Kip a bien tenu la promesse qu'il s'était faite lorsqu'il a imaginé ce film dès 2006. Oui, il a bien respecté son ambition première de ne pas dévier des 2 lignes directrices scientifiques qu'il s'était fixées pour toute la conception de l'œuvre. La boucle est bouclée. Enfin, pas vraiment bouclé, parce que notre voyage n'est pas terminé. Il nous reste notamment à explorer une planète où 1 heure passée là-bas équivaut à 7 ans sur Terre, ou encore à explorer les mystères qui se passent au niveau de la singularité. Mais t'as compris, tout ça se passera dans un autre épisode sur Interstellar, que j'ai écrit mais que je sortirai pas tout de suite parce que je veux varier, et surtout parce qu'autre chose arrive avant ça sur la chaîne, surprise. D'ailleurs, dégaine ton téléphone et viens sur Instagram. Je suis pas hyper actif donc je vais pas te spammer, mais je fais un post dans quelques jours à ce propos. Rate pas ça quoi. Mais en attendant, il est l'heure de vous parler du sponsor du jour, NordVPN. Tu connais, mais pour t'y faire souscrire, j'ai fait un PowerPoint que ce personnage, stagiaire en communication d'après son LinkedIn, va te présenter. NordVPN, c'est avant tout un VPN, à savoir un service qui protège ton identité en masquant ton adresse IP, et qui crée aussi un tunnel chiffré pour sécuriser tes données personnelles. 2 avantages indispensables pour utiliser un Wi-Fi public en toute sécurité. Ok, très bien, mais pour comprendre concrètement à quoi d'autre ça peut servir, bah par exemple, vous êtes beaucoup à me demander comment regarder la saison 5 de Rick et Morty. Bah pour ça, rien de plus simple, je l'ai fait sur mon ordi, donc regardez. Tu prends NordVPN, tu te mets en Corée du Sud, et une fois que c'est fait, tu vas sur Netflix, tu recherches Rick et Morty, et voilà, comme tu peux le constater, il y a bien 5 saisons. La dernière est donc intégralement accessible, et je vous la conseille, surtout vu la masterclass de l'épisode final. En plus, NordVPN a plein d'avantages. Oui, en voici 3. 1. Tu peux te connecter sur 5500 serveurs dans 60 pays de manière hyper intuitive, faut juste savoir lire. 2. Tu peux connecter jusqu'à 6 appareils sur un seul compte, et donc mettre toute ta mif à l'abri. 3. Tu peux soutenir ton youtubeur préféré, parce qu'avec mon lien, tu tombes sur cette page avec une offre de 2 ans et un bonus à la clé. Le tout satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Let's go sur le lien, et merci à NordVPN pour cette sponsor et pour les autres qui arrivent d'ici la fin de l'année. Sur ce, go Tabor, out. Everything around me.